Rebonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Vendredi Sport, l'invité ce soir, c'est Samuel Michel Glory Takpa. Il est journaliste sportif à l'antenne Sport 1, Sport 2 du groupe de télé New World. Bienvenue si vous nous choisissez que maintenant. Glory, bonne arrivée. Merci Mathieu. C'est comme ça que maman vous appelle, hein? Oui, sûrement. Vous l'avez vu, vite compris. Maman adore Glory. On va parler sport ce soir, mais sous un angle aussi précis. Le décès de Pape Diouf suite au coronavirus. Tristement, cette affaire-là, ça fait parler. Hein? Oui, ça fait parler parce que le coronavirus a déjà emporté tellement de personnalités au niveau tant mondial qu'africain. On se souvient de Horace Mambélé, on se souvient aussi de Manu Dibango. Et là, voilà, Pape Diouf qui a tellement apporté au football africain, au football français, au football mondial. Ça fait très mal. Ouais. Alors, qui est Diouf, son enfance dans tout son ensemble? Bon, Diouf, il est sénégalais, mais il est né le 18 décembre 1951 à Béché au Tchad. Au Tchad parce que son papa est militaire, son papa a servi l'armée française au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, il se déplaçait souvent en Afrique, surtout à Port-Lamy, actuel N'Djamena, pour pouvoir s'intéresser justement des intérêts de la France liés à l'Afrique. Et donc, il était, si on peut le dire, le garant d'un grand garage de militaires là-bas en N'Djamena. C'est là où Pape Diouf est né. Mais 6 mois après sa naissance, sa famille décide de quitter N'Djamena pour pouvoir s'établir à Dakar au Sénégal, retour sur la terre de ses aïeux. Mais l'enfance de Diouf a été tellement mouvementée. D'abord, il est confié à son oncle, Jean-Paul, pour pouvoir continuer non seulement son enfance, mais aussi pour pouvoir suivre ses études de cours primaires, bien sûr. Déjà au CP1, l'oncle aussi voyage sur Nouakchott, en Mauritanie. Il est obligé de suivre l'oncle. Et puis, 2 ans plus tard, retour à la maison. Et à Dakar, il s'est véritablement établi et a continué son cursus scolaire à 17 ans. Son papa militaire, donc, décide de l'envoyer en France, plus précisément à Marseille, pour continuer ses études. Il est aussi un journaliste. Oui, vous savez, quand il quitte le Sénégal, la terre de ses aïeux, il avait comme consigne et surtout pour injonction paternelle de faire des études pour devenir militaire. La tradition pour le papa, il a cette envie de pouvoir perdurer la tradition chez les Diouf. Sauf que Pape, lui, il a une certaine manière de voir les choses. Il entend justement faire les choses de son acabit. Et donc, il a amorcé ses études de sciences politiques à Aix-en-Provence, en France. Parallèlement à cela, il travaillait aussi dans les postes et télécommunications, ce qu'on appelle couramment poste ici. C'est là où il rencontre quelqu'un, Tony Salvatori, qui travaille dans la marine française et qui est aussi passionné du sport en général et du football en particulier. C'est lui qui prend ses mains, comme on le dit souvent, et qui le fait rentrer dans le quotidien sportif qu'on appelle la Marseillaise. La Marseillaise, voilà, Pape Diouf, au début, il était vacataire. Il est recruté en plein temps 2 ans plus tard et avait pour mission de pouvoir couvrir les actualités ou bien l'actualité sportive de l'Olympique de Marseille, le club cher aux Africains. Il a travaillé plusieurs années et quelques années plus tard, il rejoint le quotidien, le sport très connu en France, avec comme objectif de pouvoir mettre à contribution sa maestria et surtout sa vision du football moderne au service du quotidien, le sport, pour pouvoir rivaliser un autre quotidien très reconnu là-bas en France, l'équipe, ce qui n'a pas été forcément fait parce que l'équipe, c'est le summum des quotidiens là-bas en France. Il était aussi agent de joueur. Il est agent de joueur. Ces années passées à être en contact avec les joueurs, surtout des joueurs de l'OM, lui ont donné aussi une idée. Au départ, il a continué à organiser des jubilés pour certains joueurs. Il a commencé par Boubacar Sarr, l'Africain, et surtout Eusebio. C'est là où l'idée d'être agent de joueur lui est venue en tête. Il a commencé au prime abord
par 2 joueurs, Basile Boli et puis un autre, son nom m'échappe, le gardien camerounais, Joseph-Antoine Bell. Joseph-Antoine Bell. Il a commencé par ces joueurs et puis quelques temps après, le champ d'autres joueurs lui est ouvert. Il y a Didier Yves Drogba, William Gallas, Marcel Desailly, Bernard Lama. Pour tous ceux qui étaient accrochés au football français peuvent véritablement connaître ces joueurs. Et puis Roger Boli, le jeune frère de Basile Boli, Grégory Coupé, Samir Nasri, lui, il a été son agent depuis l'âge de 13 ans. Il a été aussi dirigeant et politique, hein? Un homme politique aussi. Dirigeant à partir de 2004. En 2004, il est porté au directoire de l'Olympique de Marseille. Pape a apporté son expertise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a passé tellement de temps, non seulement au niveau de ses quotidiens français, mais aussi au niveau des joueurs. Il a acquis tellement d'expérience pour pouvoir porter à la direction de l'Olympique de Marseille. Dirigeant, oui, il faut le dire, pendant à peu près 4 ans. Hein, parce que déjà, quand Pape est arrivé en tant que dirigeant de l'OM, il a propulsé l'équipe chère aux Africains vers les lendemains meilleurs. Déjà, de 2005 à 2006, l'OM était 5e. De 2006 à 2007, 2e. De 2007 à 2008, 3e. Et de 2008 à 2009, 2e. Je pense que l'OM, sous Diouf plutôt, a fait d'énormes choses. Et ces places ont permis à l'Olympique de Marseille de pouvoir discuter les premiers rôles, non seulement dans le championnat français, mais aussi sur le plan européen, en jouant la Ligue européenne des champions. Et donc, on peut le dire, sans embâche et sans détour, la direction de Diouf a véritablement travaillé et a aidé l'OM. Diouf était aussi en connexion avec l'Afrique par le truchement de cette direction parce qu'il savait que l'Afrique était accrochée aussi, l'Afrique adorait, si je peux le dire ainsi, l'OM parce que tellement de joueurs africains sont passés par là. Il était aussi un homme politique. Homme politique parce qu'à un moment donné, Mababa Diouf était devenu aussi populaire. Hein, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui, à un jeune Africain, de pouvoir aussi percer dans le football français. Et donc, il est admiré. À un moment donné, il se disait, ce n'est pas bien pour lui qu'il soit le seul et unique Africain à pouvoir être dirigeant d'un club aussi renommé dans le vieux continent. Il en demandait plus. À part ce qu'il faisait, il voulait que ses frères africains aussi puissent faire comme lui. Et donc, homme politique, parce que le Parti socialiste, durant les élections municipales de 2014 en France, le Parti socialiste l'avait sollicité pour être, si on peut le dire, la figure de proue au niveau de Marseille. Il a fait de la politique, mais n'a pas forcément accepté la proposition du Parti socialiste. Il a plutôt été la figure de proue d'une liste appelée le Sursaut. Malheureusement, sa liste n'a pas gagné aux élections municipales en France, à Marseille précisément, mais il a essayé. À part le côté aussi politique, il est devenu Pape Diouf le social. Il faisait aussi du cinéma et donc Pape, auréolé par ses expériences tous azimuts, s'est donné à plusieurs choses, le social, le cinéma, la politique. Il en a tellement fait. Mais il avait eu quoi comme formation de base? Formation de base, si on peut le dire, c'est le métier de politique. Et d'ailleurs, il a fait, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fait les études de sciences politiques à Aix-en-Provence. Il a aussi fait les postes et télécommunications. On peut dire que c'est sa formation. Mais Pape Diouf, depuis l'enfance, s'intéressait au sport en général et au football en particulier. Vous savez, quelquefois, la passion nous détourne de notre formation et c'est ce qui est arrivé à Pape Diouf. On va parler sujet des maires. Il faut que la terre lui soit légère parce que c'est un grand nom du foot et puis on ne va pas facilement l'oublier. Pas facilement l'oublier. Surtout avec ce coronavirus-là. On ne va pas l'oublier. On ne va pas l'oublier parce qu'il a tellement apporté à l'Afrique. Moi, je l'ai véritablement connu en 2018. Il était à Lomé. Je l'ai rencontré parce que j'étais à côté du président Florent Kataka, qui est le président de l'association des académies de football du Togo. Il a même rendu visite au centre Swallows de Lomé. On a discuté ensemble. C'est quelqu'un qui adorait l'Afrique.
c'est quelqu'un qui partageait les valeurs de l'Afrique et qui aimait voir l'Afrique véritablement progresser par le truchement du football, parce qu'il sait que les Africains adoraient aussi, ou bien adorent le foot. Malheureusement, comme vous l'avez dit, il est parti à 69 ans. Il avait encore beaucoup de choses à apporter, non seulement à l'Afrique, mais aussi à la France et au monde entier, que la terre lui soit légère. Sujet 2. Les joueurs de l'Atlético réduisent leur salaire 70%. C'est quoi juste cette affaire-là? 70%. On se lève et puis on réduit son salaire soi-même, hein? Pas demander l'augmentation. En ces moments de pandémie, on ne peut pas demander l'augmentation parce que l'employeur, c'est le club. Le club vit des moments difficiles, les moments surtout financiers, un peu plus difficiles, dû à coronavirus. Et donc, on ne joue plus les championnats. On l'avait dit sur un plateau. Un jour, vous savez, quand on joue les championnats, les tickets, ça rapporte la publicité. La publicité et autres. En 7 ans de pandémie, l'Atlético Madrid, justement, en parlant de ces joueurs, ne joue plus le championnat. D'ailleurs, le championnat est coupé là-bas en Espagne. Et donc, forcément, l'Atlético n'a plus les moyens qu'il avait ou bien qu'elle avait en tant qu'équipe pour pouvoir justement payer ses joueurs. C'est l'Atlético plutôt qui demande à ses joueurs de réduire le salaire parce que l'Atlético doit payer aussi d'autres salariés du club. Il n'y a pas que les joueurs, il y a des techniciens, il y a des gens qui travaillent pour le club tout entier. Et donc les joueurs ont accepté de le faire. Je pense que c'est une bonne chose. Ce n'est pas seulement l'Atlético. Il y a de cela 2 semaines, le FC Barcelone aussi l'avait fait, 70% et aussi. Et puis il y a de cela aussi 2 semaines exactement, la vieille dame, la Juventus de Turin, les joueurs de la Vecchia Signora ont carrément accepté d'oublier le salaire, je pense, de 2 mois pour pouvoir subvenir aux besoins du club. Mais ils pouvaient facilement refuser. Pourquoi ils l'ont fait? Oui, ils pouvaient refuser. Mais vous savez, dans ces conditions, vous savez, il y a aussi des joueurs qui ont le cœur, qui ont envie d'aider les gens. Quand vous prenez, parlant de la Juventus de Turin, exactement, vous prenez Cristiano Ronaldo, en 7 ans de crise, il a été l'aiguillon là auprès de ses coéquipiers pour pouvoir oublier les salaires et pour que justement ces salaires soient mis au profit des employés du club. Et donc, revenons à votre question, si vous, dans la masse, vous refusez, vous êtes aussi exposé à un licenciement. On l'a vu en Suisse, lorsque 2 Africains, il y a un Ivoirien, son nom m'échappe, et puis un Camerounais, Alexandre Song, qui ont carrément refusé de faire des réductions sur leur salaire. Ils ont été tout simplement licenciés. Et donc, c'est un peu plus pénible dans ces conditions quand tous les joueurs acceptent et que vous levez. Je prends l'exemple de Morata, Alvaro, qui se dit, moi, je ne peux pas le faire, on peut vous voir autrement. On va aller en Belgique, évoquer aussi l'actualité sportive dans ce pays qui met fin, la Belgique qui met fin bien sûr à son championnat. Vous avez eu également cette information-là? Oui, j'ai eu cette information. Et quelle a été d'abord votre première réaction? Vous savez, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que on s'attend forcément à ce que le coronavirus puisse passer. On sait que ça ne va pas être comme du beurre. Pour qu'on se projette, parce que entre la crise sanitaire du coronavirus et la reprise des championnats dans le vieux continent, il doit y avoir une phase transitoire, sans doute. Bon, on s'attendait à cela. Il faut dire que la Belgique, qui est, il faut le dire, la première nation au niveau du classement FIFA, a surpris tout le monde. Tout simplement surpris parce que au niveau de l'UEFA et au niveau des instances du football européen, on est en train de cogiter véritablement à l'après-coronavirus. Mais la Belgique, pour moi, aussi a ses raisons parce qu'aujourd'hui, on note déjà plus de 1000 morts en Belgique. Vous voyez, vous savez, la Belgique se dit, même après Covid-19, est-ce qu'on aura aussi ce goût du football là-bas en Belgique? Est-ce qu'on aura envie de pouvoir jouer comme on l'a toujours fait ou bien on l'a fait depuis le début du championnat? Donc c'est une réflexion qui a été poussée par vidéoconférence, il faut le préciser, par les instances du football belge. Et la décision a été prise. Maintenant, c'est à l'Assemblée nationale. Il y a une sorte d'Assemblée nationale au niveau du football belge qui va prendre la décision. Mais je pense que c'est déjà acté. Ce qu'il faut remarquer aujourd'hui, c'est que comment seront les décisions
on prend une décision de ne plus continuer le championnat ou bien de s'arrêter là-bas. Mathieu, maintenant, comment sera les classements au niveau non seulement de la première division en Belgique, mais aussi de la deuxième division. On sait que c'est la Gantoise qui était ou bien première au classement. Forcément que la Gantoise sera sacrée champion. On sait que la Gantoise a 13 longueurs d'avance sur le deuxième. Mais des équipes qui sont en dernière position et qui frôlent la relégation à 13 justement journées de la fin du championnat. Comment on va faire quand on sait qu'en deuxième division, il y a d'autres équipes qui jouent forcément le titre pour pouvoir monter en première division. Toutes ces décisions viendront. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, la Belgique a pris sa décision. Peut-être que d'autres pays, on doit forcément s'attendre à cela, vont suivre la Belgique. Merci, Glory. On va également parler d'autres situations. Quand on sait qu'on prématuré d'annuler certains championnats, ça et là, on se demande justement ce qui ne va pas à travers le monde, si ce n'est pas seulement le coronavirus qui fait parler. Oui, c'est le coronavirus. Là où on est, on doit forcément s'attendre à ce que la situation soit maîtrisée. Vous voyez, quand vous prenez la France, tellement de morts. On a déjà parlé de la Belgique avec plus de 1000 morts. Oui. L'Espagne, plus de 10 000 morts. Vous prenez l'Italie, ça, on ne peut plus exprimer. Vous prenez l'Allemagne également, ça se passe là-bas. Ça va être très difficile. Donc, moi, je dis, on va prier, toujours prier pour que cette pandémie soit véritablement stoppée. Et après la pandémie, on va aussi penser au football, à comment faire véritablement rouler le football sur les gazons. En tout cas, ça a été acté. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a d'autres pays qui vont suivre la danse par rapport à l'actualité qu'ils ont. Il faut le préciser. Vous prenez l'Espagne, moi je me dis sûrement que l'Espagne aussi va pouvoir décider à stopper le championnat. Mais la décision qui sera prise quand on sait que déjà le FC Barcelone n'a qu'un point d'avance sur le Real Madrid, le grand rival, le Real Madrid. On sait que là-bas, en Italie, en Série A italienne, c'est la Juventus qui est devant. En Bundesliga, c'est le Bayern de Munich. On verra décidément les décisions qui seront prises à un moment donné. Mais il faut le dire que l'UEFA s'est étonné de la décision de la Belgique. Parce que pour l'UEFA, on peut aussi toujours donner le temps. On peut forcément donner le temps à tous les championnats au niveau européen de pouvoir prendre des décisions, c'est-à-dire pouvoir prolonger les championnats entre juillet et août. Et donc l'UEFA qui organise la Ligue européenne des champions est en train déjà de penser à comment pousser les compétitions de la Ligue européenne des champions sur le mois de juillet, août, ou bien de août, septembre, histoire de permettre à tous les championnats de pouvoir véritablement reprendre leur championnat si ce n'est pas du pléonasme. Maintenant, la décision de la Belgique va pouvoir aiguillonner d'autres championnats aussi à pouvoir prendre des décisions. En tout cas, on va toujours voir ce qui va se passer. Mais je pense que la décision sera prise par rapport à tous les pays et par rapport à la situation qui est vécue au niveau de tous les pays. Le point 4, foot coronavirus, il est prématuré d'annuler des championnats de foot. L'UEFA l'a dit, on continue pas de voir cela à travers les pays. À quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent? Oui, je pense que j'ai même essayé de répondre à la question de 4 tout à l'heure. Ben, je peux reprendre. Vous savez, l'UEFA est prête à pouvoir donner le temps à ces championnats de pouvoir reprendre. Vous savez que c'est l'UEFA qui organise la Ligue européenne des champions, la meilleure des compétitions dans le vieux continent et la plus riche d'ailleurs. L'UEFA est décidé à pouvoir prolonger les dates entre juillet et août ou bien août et septembre, histoire de permettre aux championnats dans les différents pays de pouvoir reprendre après le coronavirus, en espérant bien sûr que cette situation sera maîtrisée d'ici, pourquoi pas, le mois en cours ou bien le mois à venir. Maintenant, cette décision de la Belgique vient bouleverser le plan de l'UEFA, puisque d'autres championnats, il faut parler de la Série A italienne, qui est véritablement touchée, parce que l'Italie, vous le savez, est très touchée avec tellement de morts.
L'Espagne est touchée avec plus de 10 000 morts, je l'ai dit tout à l'heure. La Belgique, plus de 1000 morts, et la Belgique a décidé de faire autrement, sans oublier la France et la Bundesliga. Et donc, c'est une décision qui vient porter un coup, si on peut le dire, à toi, à l'UEFA et à toutes les instances du football européen. On verra véritablement les décisions des autres championnats, mais je pense que cela va être sans doute corollaire aux situations ou bien à la situation qui est vécue dans tous les pays. Alors, comment vous vivez cette actualité-là sportivement au sein de votre rédaction? Très difficile. Vous savez qu'on vit du sport. Et chaque matin qu'on vient, on doit forcément faire des recherches liées au sport, non seulement en Afrique, mais aussi en Europe et dans le vieux continent. On l'a déjà dit dans les émissions précédentes, ce n'est pas seulement le football qui est reporté. Il y a aussi les Jeux Olympiques 2020. Il y a tellement de compétitions, le marathon de Londres, celui de Paris, le marathon de Boston. Il y a les circuits qui sont reportés en Chine, au Japon, en Corée du Sud et autres. Parlant de l'Afrique, il y a le CHAN également qui est reporté. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations à venir en 2021, sans oublier celle de la Coupe du Monde aussi à venir. Et donc, c'est très difficile en tant que journaliste et surtout sportif de vivre ce qui se passe actuellement. Vous avez les nouvelles d'Adebayor? Il va bien au Bénin? Comment ça se passe? Puis il y a ça aussi qu'il faut demander, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des fake news qui circulent, celles-là, disent certaines choses. Ben, il va bien. Je pense que c'est ce qui est essentiel. Quand vous avez parlé de fake news, vous avez raison, parfaitement raison, parce que certains disent qu'il est libéré de sa quarantaine, alors que le temps normal n'est pas encore arrivé. Certains nous disent qu'il est toujours à Cotonou, au Bénin. En tout cas, les nouvelles que moi j'ai me disent que Adebayor National va très bien. Et je pense que c'est pour le bonheur du peuple togolais. Comme je l'ai déjà dit, Adebayor a tellement apporté à notre football, à notre sport. Par le truchement d'Adebayor, le Togo est reconnu. Et donc, on doit véritablement s'intéresser à sa santé. On doit véritablement prier pour qu'il aille très bien. Michel, Samuel, Glory Takpa, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie, Mathieu, et courage aussi à vous. Merci, c'est pas aussi facile. Messieurs, mesdames, nous allons devoir marquer la pause pour se retrouver dans un instant dans Regard croisé.